Salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. Quand quelqu'un ne peut plus contrôler tes réactions, tes choix ou ta paix, ou bien même ton silence, il essaye souvent en fait de contrôler l'image que les autres auront de toi. Et c'est la triste réalité. Et à partir de là, ton calme devient de l'arrogance. Tes limites deviennent de la méchanceté. Ton silence devient un aveu et ton éloignement devient une trahison malheureusement. Parce qu'il ne cherche plus à te convaincre toi. Il cherche en fait à convaincre ceux qui regardent. Il raconte la version, rassemble les oreilles disponibles et espère que le bruit couvrira la vérité. Mais n'oublie jamais mon ami, tu n'as pas à passer ta vie à corriger chaque mensonge raconté sur ton compte. La vérité n'a pas toujours besoin de se défendre. Elle finit souvent par se révéler avec le temps. Alors ne sacrifie pas ta paix pour sauver une réputation que quelqu'un tente de salir. Reste droit, reste cohérent mon ami, reste fidèle à toi-même. Car ceux qui passent leur temps à détruire l'image des autres finissent souvent par révéler en réalité leur propre visage. C'est vrai qu'en vrai, quand on regarde, la plupart des gens qui font ça, c'est des manipulateurs. Et quand ils ont envie d'essayer de nous faire des choses, ils vont essayer de contrôler nos pensées. Mais quand ça marche pas et qu'ils ont pas envie de se faire passer le méchant dans l'histoire, au final, ils finissent par détruire notre image. Mais je trouve que ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour des choses comme ça. Des fois, vaut mieux laisser couler, faire notre vie et se dire, bah tant pis. Puis si les gens veulent y croire et qu'ils ont même pas envie de nous demander, c'est qu'ils ont peut-être que pour eux, ça leur va. Donc, vaut mieux pas se prendre la tête et faire ce qu'on a à faire. De toute façon, on n'a rien à prouver aux gens, non? C'est vrai que là, il n'y a pas de grande explication, mais en voyant ces images, des fois, ça donne à réfléchir. Parce que c'est vrai que même dans l'espace, quand on voit l'espèce de petite trappe qu'ils ont, enfin, c'est dans le vide, quoi. Je comprends pas comment ça peut faire ça et comment ça peut nous retenir. Et puis même, le fait qu'il y a des écrans bleus et tout, ça, c'est curieux en vrai. Je suis sûr qu'ils sont pas vraiment allés sur la Lune. Pour moi, Dieu, il est en moi comme le pommier est dans le pépin de la pomme. Tu as Le... un Ouais, pommier donne des pommes. ouais. Dans des pommes, il y a des pépins. Mm. Ce pépin de pomme, si tu l'extrais et que tu le plantes de la bonne façon et que tu l'arroses et que tu prends soin de lui, il y a un pommier qui va pousser. Mm. Donc, dans le pépin de la pomme, il y a Sens. en germe les informations du pommier qui permettent de faire pousser un pommier. Ben, pour moi, Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que on a en nous l'information, puisqu'on est fait de cette information de toute façon. On est fait de l'information de la source. Donc on a en nous les germes du divin. On a la partie animale, le corps, mais dans l'esprit, on a les germes de Dieu. Et moi, je suis persuadé que si on n'avait pas de corps, si on n'avait pas de risque de mourir, pas de risque d'avoir faim, pas de risque d'avoir soif, pas de risque de manquer d'argent, pas de risque... Pourquoi on ferait du mal? Il n'y aurait aucune raison, en fait. Encore une fois, le mal, il a des raisons, la peur a des raisons. Et ce qui n'a pas de raison s'exprimerait pleinement, à savoir cet amour, il s'exprimerait pleinement. C'est donc cette partie animale, cette partie corps et plus on se considère comme des corps, et plus on va avoir tendance à avoir peur, et plus on va avoir tendance à faire du mal. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, équilibrer les deux. Et on a en nous une partie divine, et il faut la laisser s'exprimer. Et il n'y a que de nous et de nos choix. Il faut qu'on arbitre. On a cette capacité, nous les êtres humains, de décider, alors pas forcément de ce qui fait notre avenir, parce que l'avenir, c'est une co-manifestation, et il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour manifester
notre avenir, mais on a cette capacité à faire des choix et à décider de nos actions, et on peut faire un monde meilleur. Ça dépend de nous, ça dépend pas d'un Dieu qu'on va aller prier le dimanche Ouais. ou un autre jour de la semaine, ou le vendredi, ou je ne sais quel jour, en lui disant bah, fais que le monde devienne meilleur. Non, Et il va quand, rien faire, lui. Quand même que ça a du sens en vrai, parce que je me dis que d'un côté, il y a les germes du pommier dans la graine, et c'est vrai que pourquoi il n'y aurait pas les germes du divin en nous en vrai, parce qu'il nous a fait à son image. Après, c'est vrai que quand il n'y a pas de besoin, on va dire, s'il n'y aurait pas de besoin, il n'y aurait pas forcément de mal, parce que il n'y aurait pas de raison de faire ça en fait. C'est vrai que je trouve que ça a du sens, et je suis sûr que c'est un parti vrai. Je me suis fait sanctionner par la présidente de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente. Pardon? Voilà là. Monsieur Boyard, rappel à l'ordre et je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais demander qu'on en discute au bureau. On est en train d'examiner une loi qui est un permis de tuer qui va être donné aux policiers. Cette loi, elle a été donnée après qu'un policier ait tué Naël, que le gouvernement ait menti pour avoir couvert ce policier qui a tué Naël. Ce policier est libre, il a été médaillé, il est millionnaire et il a une loi qui va permettre aux policiers d'avoir un permis de tuer. Au moment où on est à l'Assemblée nationale et où nous on dénonce ça, le gouvernement utilise l'article 44 alinéa 2 de la Constitution pour empêcher les débats sur les sous-amendements. Et donc on se retrouve à avoir une loi qui va tuer des gens, pas de débat, et à ce moment-là je dis c'est ça le fascisme au pouvoir. Et la présidente de séance qui est à la tribune de l'Assemblée me punit pour avoir dit c'est ça le fascisme au pouvoir. Et bien je maintiens, quand vous avez des policiers qui tuent des jeunes noirs ou arabes parce qu'ils sont noirs et arabes, que le gouvernement ment pour couvrir ces policiers, qu'ils font des lois pour permettre aux policiers d'avoir un permis de tuer, qu'ils empêchent l'Assemblée nationale d'en débattre et qu'on dénonce le fascisme et qu'on se fait sanctionner pour ça, ben je maintiens, c'est ça le fascisme au pouvoir. Avec les Noirs et les Arabes, en fait, c'est un peu avec tout le monde. C'est que ça va trop vite. On peut pas donner le permis de tuer aussi facilement à quelqu'un. Enfin, j'ai rien contre eux, mais en soi, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Parce que sur une altercation toute bête, ça peut aller très vite, en fait. Il suffit juste que ça sorte l'arme parce qu'il y a eu un problème ou quoi, et ça tire, et puis au final, nous, on pourra même plus justifier, plus rien. Donc, je trouve que cette loi, elle est vraiment trop, trop, trop limite, c'est que faut faire par la justice normalement, quoi. Est-ce que vous savez d'où vient la demande de la levée de l'anonymat sur Internet? Regardez bien. Je crois qu'il est vraiment urgent, bien sûr, de légiférer. C'est pour ça que j'ai aussi demandé la levée de l'anonymat. Quand je dis levée de l'anonymat, ça veut dire que l'on puisse facilement obtenir, et je crois que le président a répondu aussi là-dessus, que l'on puisse facilement obtenir l'identité des délinquants antisionistes, racistes, homophobes qui sévissent sur le net. Dans ce contexte, la question de l'anonymat sera évidemment posée. Elle est trop souvent le masque des lâches. Et derrière chaque pseudonyme, il y a un nom, un visage, une identité. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Il parle bien. Allez. Je vous l'ai dit, Internet ne dort jamais. Pas d'Alzheimer. Donc ça, c'était Francis Khalifa, le président du CRIF à l'époque, c'était en 2019. Et donc 7 ans après, aujourd'hui, Emmanuel Macron obtient auprès du Parlement l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ou sinon, il faut justifier son identité. Donc fin de l'anonymat, étant donné que l'identité est obligée de la justifier par des documents officiels, où il y a autre que ton âge sur ces documents. Mais moi, ce qui me choque par-dessus tout sur cet extrait, c'est qu'en entendant l'ex-président du CRIF, Francis Khalifa, il parle de délinquants antisionistes. Depuis quand être antisioniste est un délit? Alors le racisme, oui, l'homophobie, oui, mais l'antisionisme, non. Je rappelle encore une fois qu'il faut rabâcher sans cesse que être contre le sionisme politique de Netanyahou, c'est pas être raciste. Pas du tout.
C'est ne pas accepter des massacres d'enfants, de civils, des violations du droit international, des bombardements illégaux, etc. Ben oui, dénoncer et critiquer le sionisme politique de Netanyahou, c'est se positionner en face des actions militaires ou autres qui ont entraîné des milliers et des milliers de morts civiles et, de manière générale, illégales. Ça a encore plus de sens aujourd'hui qu'en 2019, étant donné qu'on peut étendre ça, pas qu'à la Palestine, mais bien à la Cisjordanie, au Liban, à l'Iran, etc. Alors moi, je suis d'accord que les comportements haineux sur les réseaux sociaux, ça doit disparaître et rapidement. Mais par contre, qu'est-ce que vous attendez pour les faire disparaître à la télé également, hein, quand on a des Barbara Lefebvre, des Nil Naouri, des meilleurs Habib, etc., qui appellent au meurtre, qui appellent à la haine, à la destruction, etc. Ça passe. Ah bah oui, c'est soit tout le monde, soit personne. Hein. Et à la télé, c'est encore plus simple. L'anonymat, il n'y en a pas, vous savez qui c'est. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez rien du tout, parce que c'est le bal des faux culs. On va le voir très vite de toute façon, si vous tenez parole ou pas. Donc les mises en place, les premières, ça va être début septembre. Et comme rien ne disparaît sur Internet, ça va être très facile de voir qui ont propagé la haine. Hein, et il y en a qui vont être très surpris. Il y a un certain nombre de personnes qui font des lives ou des vidéos qui passent à travers les mailles du filet. Ça va faire un sacré tri, hein, les gars. Et c'est pour ça que je répète régulièrement dans mes vidéos que même si on parle de sujets très sérieux, de sujets qui sont très durs à encaisser, hein, que ce soit sur la géopolitique, sur les conflits, etc., bah, même si c'est dur, bah, ne pas envoyer de haine, ne pas insulter, etc. Moi, je m'efforce de le faire. Ce serait bien que tout le monde le fasse. Ça solutionnerait beaucoup de choses. Bonne journée à tous et à bientôt. En vrai, je me demande si ces gens, ils sont quand même touchés par ça, parce qu'en vrai, des fois, quand ils demandent des choses comme ça, je me demande s'ils sont touchés, parce que ils savent pertinemment que eux aussi devraient le faire en toute logique, donc ça les arrangerait pas, et ça serait dérangeant pour eux en toute logique. Donc je pense qu'il doit avoir des privilégiés, et je veux pas être méchant, mais ça vient souvent des mêmes, les problèmes quand même. Quand on regarde, à chaque fois, les noms qui ressortent, ou les peuples, etc., qui ressortent, c'est tout le temps les mêmes. Et je comprends pas comment ils peuvent s'obstiner à faire autant de choses de contrôle de mal, etc. et continuer à se sentir impunis. Parce que là, quand même, par ces excuses, ils trouvent le moyen de pister tout le monde comme des fichiers S à l'époque du Coco. Mais là, c'est par rapport aux anticiaux. Donc là, le truc, c'est que c'est même pas pour des choses illégales, en fait. C'est vraiment du contrôle parce que c'est pour diriger la voie publique, en fait, on pourrait dire. Et c'est vrai que quand on regarde le journal télévisé avec toutes les propagandes qui font le lavage de cerveau, parce que c'est quand même en continu, qui parle tout le temps des mêmes choses, il n'y a jamais de bien, il n'y a jamais de choses différentes, il n'y a que du mal, le retournage de cerveau, et ben au final, il y a rien qui se passe. Et même quand les l'ARCOM, ils essayaient de... même quand il y a eu comment on appelle ça, des plaintes à l'ARCOM, et l'ARCOM au début ne faisait rien. Donc, on voit bien que c'est dirigé pour aller dans un sens et pas dans l'autre. En 1995, un homme à l'apparence très étrange proposait des maisons à $1 dans une publicité diffusée à la télévision. Toutes les personnes qui ont accepté ont disparu. À la fin des années 90, un bureau du poste du Minnesota a livré une lettre qui était restée bloquée pendant 2 ans dans le système. À l'intérieur, il y avait simplement écrit « Ici, il ne fait jamais nuit, sortez-nous de là ». À cette époque-là, au beau milieu de la nuit, une publicité passait dans plusieurs petites villes des États-Unis. Elle proposait des maisons à $1. Mais attention, cette publicité n'était pas diffusée dans des grandes villes comme New York ou Chicago. Elle passait uniquement dans des toutes petites villes comme Bridgeport ou New Haven dans le Connecticut. Et elles étaient diffusées à l'horaire le moins cher vers 3 ou 4 heures du matin, à un moment où presque personne ne vérifie vraiment ce qui se passe à la télévision. L'homme qui apparaissait à l'écran disait s'appeler Nicky Hunting. Apparemment, c'était un ancien culturiste. Il avait toujours un grand sourire et portait un costume beaucoup trop serré et il répétait toujours la même phrase. Une maison, $1, une nouvelle vie. Quand les gens appelaient pour avoir plus d'informations, on leur expliquait qu'il y avait une seule condition. Pendant tout le trajet jusqu'à leur nouvelle maison, ils devaient garder les yeux bandés. Sans aucune exception. L'excuse, c'était qu'une équipe allait filmer leur réaction. Les maisons à $1 étaient présentées comme une promotion et les familles choisies devaient apparaître dans une future publicité. Et malgré cette condition complètement bizarre, des gens ont accepté. Des familles entières. Des personnes endettées, des gens qui venaient de tout perdre, des personnes qui pensaient ne plus rien avoir à perdre. Des documents retrouvés plus tard parlent d'au moins 46 familles entre 1995 et 1996. Au début, tout semblait parfait. Les maisons existaient vraiment, elles étaient grandes, fraîchement repeintes et même déjà meublées. Le quartier était calme, les rues étaient propres, les pelouses parfaitement tendues, tout
tout avait l'air presque trop beau. Les familles pensaient avoir gagné à la loterie, mais seulement quelques jours après leur arrivée, elles ont commencé à remarquer des choses très étranges. La première, c'est qu'il ne faisait jamais nuit. Le soleil restait toujours exactement au même endroit dans le ciel, il ne bougeait pas, il n'y avait jamais de coucher de soleil. Les horloges pouvaient indiquer 11 h du soir, mais dehors on aurait dit qu'il était midi. Deuxième chose, c'est que plusieurs habitants affirmaient avoir vu Nicky Hunting à l'intérieur de leur maison. Mais ils ne se tenaient pas devant la porte ou dans le jardin. Ils disaient l'avoir vu ramper sous leurs meubles. Et la troisième chose, c'est qu'ils entendaient des pas à l'intérieur des murs. Pas sur le toit, dans les murs. Comme si quelqu'un marchait à la verticale entre les cloisons en montant et en descendant chaque nuit. Le vrai problème a commencé lorsque les familles ont essayé de quitter le quartier. Elles n'y arrivaient pas. Les routes semblaient tourner en boucle. Une famille, les Kowalski, a écrit dans un carnet qu'ils avaient roulé pendant 6 heures en ligne droite vers le nord. Et après 6 heures, ils sont revenus dans le quartier par le sud, exactement dans la même rue dont ils étaient partis. La publicité de Nicky Hunting a cessé d'être diffusée en octobre 1996, sans aucune explication. L'entreprise derrière tout ça, enregistrée sous le nom de New Horizon Homes, a été dissoute le même mois. Parmi les 46 familles, aucune n'est réapparue dans les registres publics. Aucun acte officiel, aucune déclaration d'impôt, aucune trace. Mais le pire arrive en 2011. Cette année-là, un groupe d'explorateurs urbains enquêtait sur des bâtiments abandonnés en Alaska. À environ 92 km de Fairbanks, ils ont découvert les restes d'un immense entrepôt. À l'intérieur de ce hangar, ils ont trouvé des rues, des vraies maisons, des lampadaires, du gazon artificiel complètement pourri. Et au plafond, plusieurs mètres plus haut, il y avait un immense système de lampes industrielles brûlées, toutes dirigées vers le sol. Comme si quelqu'un avait essayé de recréer un ciel qui ne s'éteignait jamais. Aucun corps n'a été retrouvé, et concernant Nicky Hunting, c'est encore plus étrange, écoutez bien. Il n'existe aucun acte de naissance à son nom, aucun acte de décès, et aucune photo de lui en dehors de cette publicité. Personne ne sait ce qui est réellement arrivé à cet homme, ni ce qui s'est passé avec les familles disparues. Enregistre cette vidéo pour découvrir d'autres histoires mystérieuses. Après, je sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est assez curieux. Je comprends que les gens, ils ont été intrigués par l'annonce à 1 euro, mais au moment qu'ils l'ont demandé de bander leurs yeux pour aller directement dans les habitations, là, ils auront quand même dû se poser des questions. Après, il y a certaines choses qui sont assez curieuses, comme le ciel qui reste allumé, etc. Ça, c'est possible, mais d'avoir un hangar aussi grand, ça demande quand même pas mal de travail. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire assez intrigante. Tu sais quel est le plus grand mensonge? Croire que parce que tu es une bonne personne, la vie te doit un traitement favorable. Combien de fois tu t'es demandé pourquoi, alors que tu fais les choses correctement, tu continues à rencontrer des difficultés? Moi aussi je me suis posé cette question. Il existe une phrase très connue qui dit que la vie réserve ses batailles les plus difficiles à ses meilleurs guerriers. Et même si ça paraît motivant, la vérité est que la vie frappe tout le monde. Peu importe que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, la vie n'est pas toujours juste. Mais l'essentiel, c'est que chaque épreuve apporte une leçon. Chaque chute t'enseigne quelque chose que tu ne savais pas auparavant. Et lorsque tu parviens à surmonter ces moments difficiles, tu deviens une version plus forte de toi-même. Ceux qui te détruisaient autrefois t'affectent à peine aujourd'hui. Ceux qui te faisaient souffrir, tu sais désormais l'affronter. Alors quand une épreuve se présente, ne baisse pas les bras. Peut-être que ce défi est en train de façonner la personne que tu es destiné à devenir. Et si tu crois en ce message, commente et partage la vidéo. Et abonne-toi à mon compte pour recevoir davantage de messages qui vont renforcer ton esprit. C'est vrai que ceux qui tuent pas rendent plus forts et que les épreuves qu'on mène font que nous forger. Et au final, quand on y repense plus tard, on se dit, mais en fait, du coup, enfin, quand le problème se représente plus tard et qu'on y repense, on se dit déjà faire et qu'au final, ça sera plus facile. Donc c'est vrai qu'il faut pas désespérer ni abandonner, il faut juste continuer à avancer. Quand on me demande pourquoi je m'intéresse à la philosophie, c'est comme si on me demandait pourquoi j'aimais réfléchir. La philosophie permet de définir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal, la manière dont il faut vivre. Si personne n'avait philosophé pour vous, vous ne vivriez même pas dans ce système. Si personne n'avait décidé que de faire du mal aux autres était un mal et que c'était une injustice, étant donné que chaque personne évite la souffrance, il n'y aurait même pas le système de justice comme on le connaît aujourd'hui. Ce serait peut-être la loi du plus fort qui l'aurait emporté si jamais c'était cette philosophie-là qu'on avait adoptée. Alors à partir de là, votre destin est mis entre les mains de personnes qui réfléchissent, qui philosophent sur leur perception de la vie et de ce que devrait être une bonne société, de ce que devrait être la justice, de ce que devrait être le bien et le mal. Si vous ne réfléchissez pas par vous-même, d'autres personnes le feront pour vous. Et c'est déjà ce que la plupart font, car les puissants, une minorité intelligente, engagent des experts en relations publiques pour pouvoir manipuler votre esprit. Et sachez que si vous ne vous intéressez pas à la philosophie, à la psychologie et à la sociologie, tout ce qui relève de votre esprit, ces personnes-là s'y intéressent particulièrement. Elles ont peut-être même plus conscience de l'importance de votre esprit que vous-même.
Alors commencez à vous renseigner et commencez à réfléchir par vous-même et à définir un système de valeurs et ce qu'est selon vous une vie juste, une vie bonne et le bien et le mal. Car si vous ne le faites pas vous-même, d'autres le feront pour vous. Et vous avez plutôt intérêt à espérer qu'ils veulent votre bien. Parce que c'est vrai que souvent on y voit comme des gens très pensifs, les philosophes, mais c'est vrai qu'on en a besoin, c'est ce qui dit le bien, enfin, c'est par là qu'on étudie le bien, le mal, toutes les choses en fait en général, et c'est par là qu'on établit aussi des codes. Donc c'est vrai que c'est assez important et de réfléchir par soi-même, ça l'est encore plus pour prendre de meilleures décisions, etc. Mais bon, la vidéo elle est finie, et je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.